réellement à s'effacer. Le référendum du 12 septembre donne satisfaction au Premier ministre, puisque son projet de révision de la Constitution est approuvé à 58% des voix. L'opposition dénonce dans cette révision du système judiciaire une remise en cause du principe de la séparation des pouvoirs. Les opposants accusent également le pouvoir de vouloir implicitement islamiser le pays au détriment de la laïcité que prône Erdogan. C'est ce référendum qui sonne la fin de la politique d'ouverture et de compromis. Entre 2010 et 2012, le pouvoir se radicalise et n'admet plus aucune critique. Il s'en prend maintenant aux médias. En 2012, la Turquie détient le triste record du nombre de journalistes emprisonnés, selon un rapport du Comité de protection des journalistes avec 76 reporters sous le verrou. Erdogan renonce alors au projet européen pour la Turquie, il se tourne vers le Moyen-Orient où il veut y jouer un rôle majeur. En effet, le printemps arabe, la guerre civile en Syrie, le coup d'état militaire en Égypte, la désintégration en cours de l'Irak vont indirectement porter un coup fatal à la démocratie turque. En mars 2011, la Turquie s'engage activement aux côtés des rebelles qui combattent Bachar al-Assad et s'enlise peu à peu dans le bourbier syrien. De plus, la crise égyptienne va avoir un rôle important dans le renforcement de l'autoritarisme et du pouvoir personnel d'Erdogan. La chute du président égyptien Mohamed Morsi, suite au coup d'État du 3 juillet 2013, rend Erdogan totalement paranoïaque. Ce dernier craint d'être le prochain sur la liste. Pour donc éviter un éventuel coup d'État, Erdogan s'en prend alors sans distinction à ses adversaires autant qu'à ses alliés. De plus, en juin 2013, la Turquie est secouée par d'importantes vagues de protestations contre le gouvernement d'Erdogan. Ces vagues de protestations à l'origine, visant à dénoncer la destruction du parc Gezi à Istanbul, se tournent rapidement contre le gouvernement après qu'Erdogan ait félicité la violente répression qu'il a lui-même orchestrée. Finalement, dans la nuit du 15 juillet 2016, des blindés militaires prennent d'assaut l'aéroport Atatürk à Istanbul. Lors de ce putsch, des militaires s'emparent des locaux de la chaîne publique TRT. Dans un communiqué publié sur le site de l'état-major, les putschistes déclarent s'être rendus totalement maîtres du pays. Erdogan va alors se servir de ce putsch pour renforcer son emprise politique sur le pays. Il appelle le peuple à ne pas se laisser faire et réussit à faire descendre des dizaines de milliers de Turcs dans les rues pour résister. Il lance alors une vaste opération de chasse aux opposants dans l'armée. 2 jours après ce putsch, 6000 militaires sont arrêtés, 104 putschistes tués et 2745 juges démis de leurs fonctions. Ces purges massives s'étendent au secteur des médias, de l'enseignement, de la police, aux associations et aux élus. Encore aujourd'hui, les attestations se poursuivent et ne devraient pas s'arrêter de sitôt. Secouée par la crise des migrants et la place stratégique de la Turquie, et la place stratégique que la Turquie occupe dans le conflit au Proche-Orient, les Européens ne réagissent pas, ce qui ne fait que consolider chaque jour un peu plus la place majeure qu'Erdogan occupe dans le monde. Seule l'économie de la Turquie se dresse encore sur la route d'Erdogan vers un pouvoir absolu. La croissance pour l'an prochain est estimée à 2%, soit 2 fois moins que prévu, et la livre turque n'en finit pas de s'effondrer face au dollar et à l'euro, à tel point que le président a appelé tous ses concitoyens à changer leur monnaie étrangère. Portée par la croissance économique de ces dernières années, la popularité du gouvernement de l'AKP pourrait souffrir de ces soubresauts signés comme précurseurs d'une crise. Pour finir, je vais lire l'analyse de Samim Agnogul, historien et politologue à l'université de Strasbourg, pour définir comment Erdogan réussit à maintenir sa mainmise sur la Turquie. Il existe en Turquie des fractures identitaires dont M. Erdogan se nourrit. Il se place toujours du côté de la majorité. Il n'est donc plus dans une politique d'intérêt général, mais défend un groupe par rapport à un autre. Les sunnites face aux alévis, les turcs face aux kurdes, les religieux face aux laïcs, etc. Contrairement à une idée largement répandue aujourd'hui au sein de l'opinion publique mondiale, la pensée et les pratiques démocratiques ne sont pas étrangères au monde arabe contemporain. Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, sous l'influence des idées de la Révolution française, les élites ottomanes, arabes et turques ont gagné aux idées de la monarchie constitutionnelle, voire de la République et du gouvernement démocratique. Malheureusement, Britanniques et Français se sont accordés pour se partager les restes du royaume avant même qu'il ne voie le jour. Mais cette trahison de l'Europe ne détourne pas les Arabes de leur choix moderniste et libéral. En réalité, la deuxième moitié du XIXe siècle a été pour l'ensemble du monde arabe une période de grande rénovation culturelle et politique. Ainsi, malgré la domination occidentale, sous forme de colonisation, les élites arabes continuent à défendre une conception libérale et moderniste de la politique. Le combat contre cette domination étrangère a été mené au nom de la liberté, des droits des nations à disposer d'elles-mêmes, et a été perçu comme un combat pour la liberté. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde arabe a adopté majoritairement le modèle étatique d'organisation et de mobilisation des sociétés, ayant fait à l'époque ses preuves en Europe de l'Est, en Union soviétique et en Chine.
Les années 80 vont connaître le déclenchement de ce qui peut être qualifié de véritable contre-révolution libérale à travers le monde. Les sociétés arabes n'ont été ni absentes ni à l'écart de ce processus général de libéralisation et de démocratisation. Donc elles ont commencé même un peu plus tôt en réalité, en raison de l'incohérence des bases idéologiques de leur système autoritaire et de la fragilité de leurs économies. Donc dès les années 70, le modèle étatique sur lequel s'est appuyée la croissance économique comme les modernisations sociales montrent ses limites, donc dans la plupart des pays arabes, les années 80 ont vu surgir les appels de l'ensemble de la société civile pour en finir avec les régimes autoritaires. Dans l'idée du changement figure en première position l'idée de la démocratie et des droits de l'homme. Face à cette première vague de contestation démocratique, provoquée par la dégradation de la situation économique et le discrédit politique des régimes mis en place, les pouvoirs n'ont pas eu d'autre réponse que d'écraser leur société et de les empêcher de continuer leur mouvement de revendication. Donc la décennie de 80 était ainsi celle de la grande répression, donc suspension des parlements, suppression des libertés publiques, arrestation par dizaines de milliers des militants de la démocratie et des droits de l'homme, multiplication des disparitions et des assassinats politiques, voire provocation à la guerre civile et à des guerres extérieures comme en Syrie ou en Irak. C'est face à ce blocage politique et l'aggravation constante de la marginalisation sociale et de la paupérisation que, dans un deuxième temps, le mouvement de contestation est passé des revendications démocratiques aux actions violentes avec le but de renverser l'ordre établi, moderne et séculier, républicain ou monarchique, pour le remplacer par un ordre dit islamique, s'inspirant des valeurs qui ont nourri les nouvelles forces islamiques de contestation. Cela dit, c'est l'échec du mouvement démocratique arabe qui annonce la naissance et le raz-de-marée fondamentaliste islamique et non le contraire. Donc c'est les régimes autoritaires mis en place qui vont profiter de cette montée en se présentant comme la seule barrière contre l'obscurantisme islamique. Donc ainsi, même lorsqu'ils sont ni aimés ni soutenus, ces régimes oppressifs arabes continuent de bénéficier de la complaisance, sinon en fait du soutien parfois inconditionnel même du monde démocratique, parce que voilà, c'est le seul moyen de parer l'islam, le monde islamique. Donc ils sont perçus en fait comme le moindre mal. Donc finalement, la stabilité de ce monde arabe est très fortement secouée, rendant extrêmement difficile tout passage à la démocratie. Nous avons vu ici plusieurs exemples de basculement autoritaire ou de transition démocratique. Il n'y a cependant pas de règle générale ni de réel motif se répétant dans l'histoire. Chaque autoritarisme et chaque démocratie est différente, et les transitions sont plus ou moins violentes, plus ou moins populaires en fonction des cultures et des époques. On ne peut qu'étudier chaque cas individuellement. Pour terminer cet exposé, je vais vous lire le résumé d'un essai de Jean-Pierre Cabestan qui répond à la question: la Chine évoluerait-elle vers un autoritarisme éclairé mais plutocratique? Un système plutocratique, c'est un système de gouvernement où la richesse constitue la base principale du pouvoir politique. Le résumé est donc: depuis le lancement des réformes en 1979, le plus frappant dans le cas chinois est la grande capacité d'adaptation et donc de résistance du Parti communiste, de sa direction et de sa nomenclatura, en tant qu'institution exerçant de manière monopolistique le pouvoir politique et désireuse de préserver ce monopole tout en maintenant une emprise de plus en plus plutocratique sur les segments les plus stratégiques de l'économie. Et les nombreuses contraintes économiques et sociales, mais aussi internationales, tenir son rang face aux États-Unis, que la Chine doit surmonter ainsi que les intérêts de classe des élites politico-économiques qui dirigent le pays, militent contre une sortie rapide de l'autoritarisme. Il n'est pas exclu que les changements de le système qui ont été introduits puissent à terme favoriser un changement de système. Cependant, le passage à un autre système doit-il se traduire nécessairement par une transition vers la démocratie? La Chine ne peut-elle pas, une fois de plus, innover et au contraire réussir sa sortie du communisme par une évolution vers un autoritarisme assoupli mais stabilisé, consultatif mais élitiste et corporatiste, doté d'une certaine modernité juridique mais non d'un état de droit et seulement en partie institutionnalisé? Bref, la Chine n'évoluerait-elle pas vers ce que je serais tenté d'appeler un autoritarisme éclairé mais plutocratique?